Bonjour à tous et bienvenue sur Livre ésotérique ancien, j'espère que vous allez bien cette semaine, que tout s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, on va reprendre la lecture d'Elena Blavatsky, le tome 2, ceux qui nous rejoignent par hasard. Je vous recommande comme d'habitude d'aller voir le début de la playlist pour avoir le début du livre. Là, nous allons reprendre, alors nous en sommes au chapitre 10, partie 4. Voilà. Donc, on reprend directement dans le texte. Il paraît absurde de rappeler aussi souvent les faits de sorcellerie en pleine lumière du XIXe siècle. Mais le siècle lui-même se fait vieux. Et comme il approche petit à petit de sa fin fatale, il a l'air de tomber en enfance. Non seulement il refuse de reconnaître que les faits de sorcellerie sont démontrés, mais il ne veut même pas admettre ce qui s'est fait depuis une trentaine d'années dans le monde entier. Nous pourrions douter, à la rigueur, du pouvoir magique des prêtres de Thessalie et de leurs sortilèges mentionnés par Pline après un laps de plusieurs milliers d'années. Alors là, elle nous met une petite annotation, Pline 30.1. Nous pourrions ne pas ajouter foi aux renseignements fournis par Suidas, qui raconte le voyage de Médée par les airs et oublier ainsi que la magie est la connaissance la plus haute de la philosophie naturelle. Mais comment expliquerons-nous la reproduction fréquente de ces mêmes voyages dans les airs précisément lorsqu'ils s'accomplissent sous nos yeux, et qui sont attestés et confirmés par le témoignage de centaines de personnes ayant toutes les apparences de gens sains d'esprit? Si l'universalité d'une croyance est une preuve de sa vérité, peu de faits ont été mieux établis que celui de la sorcellerie. Chaque peuple, depuis le plus barbare jusqu'au plus raffiné, nous pouvons même ajouter que dans chaque siècle, on a cru à l'action surnaturelle que nous désignons par ce terme. Donc dit Thomas Wright, l'auteur de Sorcery and Magic, et membre sceptique de l'Institut national de France. Elle était fondée sur une croyance également répandue qu'outre notre existence visible, nous en avons une autre qui se passe dans un monde invisible d'êtres spirituels par lesquels nos actions et même nos pensées sont souvent guidées et qui, jusqu'à un certain point, a un pouvoir sur les éléments et sur le cours ordinaire de la vie organique. De plus, s'étonnant que cette science mystérieuse ait fleuri ainsi partout, et faisant remarquer l'existence de plusieurs célèbres écoles de magie dans différentes parties de l'Europe, il explique la croyance consacrée par le temps et montre la différence qu'il y a entre la sorcellerie et la magie dans les termes suivants. Donc là, elle cite « Le magicien diffère du sorcier en ce que tandis que le dernier était un instrument ignorant dans la main des démons, le premier était devenu leur maître par la toute-puissance influence de la science qui était seulement à la portée d'un petit nombre d'intelligences et à laquelle ces êtres étaient dans l'impossibilité de désobéir. » Alors là, le tir de T. Wright, Sorcery and Magic. Là, on a souvent ce retour par plusieurs auteurs qui dit que la sorcellerie, les sorciers étaient plutôt sur des puissances, on va dire, un peu démoniaques, alors que bon, quand on creuse un peu, c'est surtout qu'il y avait des choses liées à la nature, et que d'un autre côté, les magiciens étaient sur un cycle un tout petit peu plus élevé, on va dire. Cette définition établie et connue depuis le temps de Moïse, l'auteur la donne comme tirée des sources les plus authentiques. Si de cet incrédule nous passons à l'autorité d'un adepte de cette mystérieuse science, l'auteur anonyme de l'art magique, qui fut rendu accessible au public par Mrs. Emma Ardington Brighton, voici ce que nous lisons dans son livre. Le lecteur demandera en quoi consiste la différence entre un médium et un magicien. Donc là, c'est encore autre chose. Le médium est un être au moyen de l'esprit... Oui, le médium est un être au moyen de l'esprit astral, duquel d'autres esprits peuvent se manifester, en faisant sentir leur présence par divergence de phénomènes. Quelle que soit la nature de ces phénomènes, le médium est tout simplement un agent passif entre leurs mains. Il ne peut ni commander leur présence, ni vouloir leur absence. Il ne peut jamais provoquer à son gré l'accomplissement d'un acte quelconque, ni en diriger la nature.
Oui, donc là, elle revient aussi au fait que souvent c'est ça. C'est-à-dire que au niveau de la sorcellerie, le sorcier devient l'esclave de certaines forces, et au niveau de la magie, le magicien, lui, a la main sur les forces. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait aussi vu avec Eliphas Lévy. Le magicien, au contraire, peut faire venir et renvoyer les esprits à volonté. Voilà, on y est. Hein. Il peut accomplir une foule d'actes de puissance occulte par son propre esprit. Il peut forcer les esprits d'être inférieurs aux siens à venir et à lui prêter leur concours. Et enfin, effectuer des transformations dans les règnes de la nature sur les corps animés et inanimés. Donc ça, Art of Magic, c'est encore un autre livre. Si nous nous souvenons que ces paroles sont écrites par une dame, elle-même médium célèbre et orateur éloquent, inspiré des esprits, elle devrait donner à penser à messieurs les spirites. Ce savant auteur a oublié de signaler une distinction marquée dans la médiumnité avec laquelle, ainsi que Madame E. H. Brighton, il devait être bien au courant. Les phénomènes physiques sont le résultat de manipulations de force au moyen du système physique du médium, par des intelligences invisibles de n'importe quelle classe. En un mot, la médiumnité physique dépend d'une organisation particulière du système physique. La médiumnité spirituelle, qui est accompagnée d'une certaine manifestation de subjectivité, phénomène intellectuel, dépend d'une organisation également spéciale de la nature spirituelle du médium. Ainsi que le potier d'une masse d'argile peut faire un vase d'honneur et d'une autre un vase abject. De même, parmi les médiums physiques, l'esprit astral plastique de l'un peut être prédisposé à une certaine classe de phénomènes objectifs, et celui d'un autre à des genres de phénomènes différents. Une fois ces prédispositions acquises, il paraît difficile de modifier la phase de médiumnité. Comme lorsqu'une barre d'acier est forgée sous une certaine forme, elle ne peut pas plus être aisément employée à un usage autre que l'usage primitif auquel elle est destinée. En règle générale, les médiums qui ont été développés pour un genre de phénomène changent rarement pour un autre, mais ils répètent à l'infini la même manifestation. La psychographie, ou l'écriture directe des messages par les esprits, on pourrait peut-être apparenter ça à la grapho, non pas la graphologie, l'écriture automatique, pardon. Donc, la psychographie ou l'écriture directe des messages par les esprits tient aux deux formes de médiumnité. L'écriture elle-même est un fait objectif physique, tandis que les sentiments qu'elle exprime peuvent être du caractère le plus noble. Cela dépend entièrement de l'état moral du médium. Il n'est pas nécessaire qu'il ait de l'instruction pour écrire des traités de philosophie dignes d'Aristote, ni d'être poète pour écrire des vers qui feraient honneur à Lord Byron ou à Lamartine. Mais il est indispensable que l'âme du médium soit assez pure pour servir de canal aux esprits qui sont capables de donner une forme élevée à des sentiments de ce genre. Dans Art Magic, donc là elle reparle du livre, un des plus délicieux tableaux qui nous a été présenté est celui d'un innocent petit médium en présence duquel, pendant les 3 dernières années, 4 volumes de manuscrits en ancien sanskrit ont été rédigés par les esprits sans plume, ni encre, ni crayon. Il suffit, dit l'auteur, de placer des feuilles de papier blanc sur un trépied soigneusement tenu à l'écart des rayons discrets du soleil, mais dans un endroit où il se trouve encore visible aux yeux des assistants. L'enfant s'assied à terre auprès du trépied sur lequel elle appuie la tête en tenant le pied embrassé dans ses petits bras. L'enfant s'assied à terre auprès du trépied sur lequel elle appuie la tête en tenant le pied embrassé dans ses petits bras. Ok. Dans cette attitude, elle dort souvent 1 heure, pendant laquelle les feuilles posées sur le trépied se remplissent de caractères sanscrits anciens, admirablement exécutés. Et il y avait ces trucs. Je pense que ça existe encore, mais là... Voilà un exemple remarquable de médiumnité psychographique, oui, donc c'est complètement autre chose. Et qui donne une idée complète du principe posé plus haut,
que nous ne pouvons résister au désir de citer quelques passages de ses écrits ainsi obtenus en langue sanscrite ancienne, d'autant plus qu'il renferme un exposé de cette partie de la philosophie hermétique qui se rapporte au précédent état de l'homme, que nous avons décrit d'ailleurs d'une façon bien moins satisfaisante. Bon, alors là, elle va le citer. Elle va citer le texte qu'a écrit la petite fille. L'homme vit sur beaucoup de globes avant d'atteindre celui-ci. Alors ça, c'est une première phrase. Et je voulais vous dire un truc, c'est que j'ai vu une donnée, c'est peut-être Blavatsky, il me semble, on en a parlé déjà, ou je sais plus, mais on en a parlé, mais ce qu'il y a, c'est que moi je lis plusieurs livres en même temps, plus mes livres à moi que je vous mets pas sur la chaîne. Et encore un autre cycle d'études, 2 autres cycles, donc je vous dis pas, j'en ai plein la tête et je commence à, enfin c'est pas que je mélange tout, mais je sais que, enfin en fait je retiens surtout des choses importantes, mais sans savoir d'où ça vient exactement en termes de sources. Mais on n'avait pas vu ensemble déjà avec Blavatsky que la réincarnation finalement sur Terre, l'incarnation sur Terre était valable qu'une fois. Et que le reste du temps, on s'incarnait sur d'autres planètes, en gros, d'autres zones. Et que quand on venait sur Terre, c'était qu'une fois. Donc j'avais vu cette donnée, mais je crois que c'était Blavatsky sur le dernier livre, vous me direz. L'homme vit sur beaucoup de globes avant d'atteindre celui-ci. Des myriades de mondes nagent dans l'espace et servent de lieu de pèlerinage à l'âme, à l'état rudimentaire, avant de gagner la grande et brillante planète nommée la Terre, dont la glorieuse fonction est de lui donner la soi-conscience. Alors, les myriades de mondes nagent dans l'espace et servent de lieu de pèlerinage à l'âme, à l'état rudimentaire avant de gagner la grande et brillante planète nommée la Terre, dont la glorieuse fonction est de lui donner la soi-conscience, c'est-à-dire peut-être retrouver sa conscience. Ce n'est que lorsque ce degré est atteint que cet être devient un homme. À chaque autre étape de sa vaste et sauvage carrière, il n'est qu'une entité embryonnaire, une forme matérielle flottante et temporaire, une créature dans laquelle une partie, mais seulement une partie de l'âme, élevée, brille emprisonnée. Une forme rudimentaire ayant des fonctions rudimentaires, toujours vivant, mourant, soutenant une existence spirituelle passagère, aussi rudimentaire que la forme matérielle d'où elle émane. Un papillon s'élançant de sa chrysalide, mais toujours au fur et à mesure qu'il avance, passant de nouvelles naissances à de nouvelles morts, subissant de nouvelles incarnations pour mourir et renaître de nouveau, mais toujours faisant un pas en avant, cherchant à gagner du terrain, jusqu'à ce qu'il atteigne le sentier vertigineux et pénible, raboteux et rude, où il se réveille une fois encore, mais pour vivre et devenir une forme matérielle, une chose de boue, une créature de chair et d'os, mais désormais un homme. Nous avons nous-mêmes été témoins une fois dans l'Inde d'un essai de puissance psychique dans un assaut entre un saint gossin et un sorcier. On a une petite annotation, le fakir mendiant c'est le saint gossin, et un soi-disant jongleur, alors non, oui là c'est le sorcier. Saint gossin mendiant, sorcier c'est le fameux jongleur, lequel a quelques rapports avec notre sujet. Nous venions de discuter sur le pouvoir relatif de Pitris du fakir, esprit pré-adamique, et des bhouts et djinis, alors c'est djinis, alliés invisibles du jongleur. On convint d'en faire une épreuve comparative et l'auteur de ces lignes, donc elle, fut choisi pour arbitre. Nous faisions la sieste dans une tente près d'un petit lac dans l'Inde septentrionale. Sur la surface des eaux cristallines flottaient d'innombrables fleurs aquatiques, aux feuilles larges et luisantes. Chacun des champions prit une de ces feuilles. Le fakir, appuyant la sienne contre sa poitrine, croisa ses mains sur elle et tomba momentanément en transe. Il plaça alors la feuille sur l'eau, la surface supérieure tournée en bas. Le jongleur se vantait de dominer le maître des eaux.
l'esprit qui y habite et de le faire obéir. Il prétendit qu'il forcerait la puissance d'empêcher le pitri de manifester le moindre phénomène dans son élément sur la feuille choisie par le fakir. Il prit donc sa propre feuille, et après avoir pratiqué sur elle une sorte d'incantation barbare, il la posa à son tour sur l'eau. La feuille commença aussitôt à éprouver un mouvement d'agitation violente, tandis que l'autre feuille était parfaitement immobile. Au bout de quelques secondes, les 2 feuilles furent retirées. Sur celle du fakir, nous vîmes, à la grande stupéfaction du jongleur, quelque chose comme un dessin symétrique formé de traits d'un blanc de lait, comme si le suc de la plante avait été transformé en fluide corrosif. Lorsqu'elle fut sèche, nous examinâmes les lignes plus attentivement et nous y reconnûmes une série de caractères sanscrits parfaitement formés, et composant une sentence qui renfermait un précepte de haute morale. Hâtons-nous d'ajouter que le fakir ne savait ni lire ni écrire. Sur la feuille du jongleur, au lieu d'écriture, nous trouvâmes une figure hideuse, démoniaque. Chaque feuille portait par conséquent la marque, l'allégorie, reflet de caractère de son maître, et indiquait la qualité de l'esprit auquel il obéissait. Mais nous devons, à regret, quitter une fois encore l'Inde, son ciel d'azur et son passé mystérieux, ses dévots religieux et ses magiques sorciers, et revenir à l'atmosphère moisie de l'Académie française. Pour apprécier la timidité, les préjugés de l'esprit superficiel dont on a fait preuve dans l'étude des questions psychologiques dans le passé, nous nous proposons de passer rapidement en revue un livre que nous avons devant nous. Ah, de quoi elle va nous parler ? C'est l'histoire du merveilleux dans les temps modernes. L'ouvrage a été publié par le savant Dr Figuier et il est rempli de citations des autorités les plus en vue en matière de physiologie, de psychologie et de médecine. Le docteur Calmeil, le directeur en chef de l'asile de Charenton, est le robuste atlas sur les épaules duquel repose ce monde d'érudition. Fruit mûr de la pensée en 1860, il doit désormais avoir sa place parmi les plus curieuses œuvres d'art de l'époque. Mu par l'infatigable démon de la science, décidé à tuer la superstition et par conséquent le spiritisme du même coup. L'auteur nous fournit un aperçu sommaire des exemples les plus remarquables de phénomènes médiumniques pendant les 2 derniers siècles. La discussion embrasse les prophètes des Cévennes, les Camissards, les jansénistes, l'abbé Paris et autres épidémies historiques dont nous ne parlerons que le moins possible, parce qu'elles ont été décrites depuis une vingtaine d'années par presque tous les auteurs qui ont écrit sur les phénomènes modernes. Ce ne sont pas des faits que nous voulons remettre en discussion, mais tout simplement la manière dont ces faits ont été envisagés et traités par ceux qui, en qualité de médecins et d'autorités reconnues, ont eu la plus grande part de responsabilité dans ces questions. Si nous présentons à cette heure cet auteur rempli de préjugés à nos lecteurs, c'est uniquement parce que son ouvrage nous permet de démontrer ce que les faits d'occultisme et ses manifestations peuvent attendre de la science orthodoxe. Si les épidémies psychologiques qui ont fait le plus de bruit dans le monde sont traitées de la sorte, qu'est-ce qui engagera les matérialistes à étudier sérieusement d'autres phénomènes aussi authentiques, aussi intéressants, mais moins populaires ? N'oublions pas que les rapports adressés à cette époque par les divers comités à leur académie respective, de même que les procès-verbaux des séances des tribunaux judiciaires, existent encore aujourd'hui et peuvent par conséquent être consultés pour vérifier les faits. C'est à ces sources irréfutables que le docteur Figuier a puisé pour écrire son ouvrage extraordinaire. Ils donneront au moins en substance les arguments incomparables, avec lesquels l'auteur cherche à démolir chaque forme de superstition, ainsi que les commentaires du démonologue Desmousseaux,
qui dans un de ses livres fond sur sa victime sceptique comme un singe sur sa proie. Alors le livre c'est Mœurs et pratiques des démons. Entre les deux champions, le matérialiste et le bigot, l'étudiant sans parti pris peut recueillir une riche moisson. Nous commencerons par les convulsionnaires des Cévennes, épidémie dont les étonnants phénomènes survinrent vers la fin de l'année 1700. Les impitoyables mesures adoptées par les catholiques français pour extirper l'esprit de prophétie du sein d'une population tout entière sont historiques et n'ont pas besoin d'être répétées ici. En fait, on est dans un cycle c'est différent, c'est autre chose, mais on est dans un cycle qui finalement ressemble beaucoup à un autre. Le fait seul qu'une simple poignée d'hommes, de femmes et d'enfants ne dépassant pas 2000 personnes ont pu tenir en échec pendant plusieurs années les troupes royales qui, avec les milices, comptaient 60 000 hommes, est déjà un miracle en lui-même. Les merveilles sont rapportées et les procès-verbaux du temps conservés dans les archives de la France jusqu'à ce jour. Il existe, entre autres, un rapport officiel envoyé à Rome par le féroce abbé Shaila, prieur de Laval, dans lequel il se plaint que le diable est si puissant que ni les tortures ni les exorcismes inquisitoriaux les plus solennels ne furent capables de le déroger de l'âme des Cévenols. Et là, vraiment, mais c'était des psychopathes. Il ajoute qu'il leur a posé les mains sur des charbons, oh là là, sur des charbons ardents et qu'ils n'en ont même pas été échaudés, qu'il a enveloppé leur corps entièrement dans la ouate trempée dans l'huile et qu'il y a mis le feu sans avoir trouvé, dans bien des cas, la moindre trace de brûlure sur leur peau. Qu'on leur a tiré des coups de feu, que l'on a retrouvé les balles aplaties entre leurs vêtements et leur corps, sans que ceux-ci eussent souffert la plus légère atteinte, etc. Alors vous savez, pour ceux qui suivent Eliphas Lévy et Stanislas de Gaïta sur la page membres, on a aussi Eliphas Lévy dans l'histoire de la magie. Comme vous savez, il y a quelque chose aussi qui était intéressant à dire, c'est que peut-être, c'est vrai que l'Inquisition, ils tuaient n'importe qui, ils y allaient, et pas de main morte. C'était le bûcher pour tout le monde et la régularisation, on va dire, de la population, elle était bien faite, il n'y avait pas de souci parce qu'avec tout ce qui dégommait, mais quand même, on parle d'un phénomène comme quoi certains rois se plaignaient qu'il y avait quand même trop de magie dans l'air, quoi. Et a priori, de phénomènes bien particuliers qu'on n'aurait plus aujourd'hui, des manifestations assez communes. Il y avait quand même quelque chose dans l'air. Je dis pas que c'était démoniaque, mais la magie était bien présente. Acceptant toutes ces choses comme un terrain solide pour ses savants arguments, voici ce que dit M. Figuier. Vers la fin du XVIIe siècle, une vieille fille importa dans les Cévennes l'esprit de prophétie. Elle le communiqua à de jeunes garçons et à de jeunes filles qui l'exercèrent à leur tour et le répandirent dans l'atmosphère ambiante. Les femmes et les enfants furent les plus sensibles à l'infection. Les hommes, les femmes, les enfants au berceau parlaient sous l'influence de l'inspiration, non pas en patois ordinaire du pays, mais dans le français le plus pur, langue à cette époque entièrement inconnue dans la contrée. Nous, de notre côté, à notre stade, ça va commencer à être pareil, mais dans l'autre sens. Des enfants de 12 mois, et même moins, ainsi que nous l'apprennent les procès-verbaux, des enfants qui, jusqu'alors, avaient à peine prononcé un petit nombre de syllabes courtes et fort simples, parlaient couramment et prophétisaient. 8000 prophètes étaient répandus par tout le pays. Des docteurs et des médecins éminents furent appelés. La moitié des écoles de médecine de France, y compris la faculté de Montpellier, accoururent dans les lieux. Des consultations furent tenues et les médecins se déclarèrent complètement déroutés et perdus d'étonnement et d'admiration en entendant de jeunes fillettes et de jeunes garçons ignorants et illettrés prononcer des discours sur des sujets qu'ils n'avaient jamais étudiés. Là, il met
Elle met Histoire du merveilleux dans les temps modernes. La sentence portée par Figuier contre ses confrères traîtres à leur profession pour avoir été charmés à ce point par les jeunes prophètes consiste à dire, entre guillemets, qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes ce qu'ils voyaient. Beaucoup de ces prophètes communiquaient par force leur esprit à ceux qui essayaient de rompre le charme. Alors beaucoup de ces prophètes communiquaient par force leur esprit à ceux qui essayaient de rompre le charme. Bon. Ok. Parmi ceux-ci, un grand nombre étaient âgés de 3 à 12 ans. D'autres étaient encore à la mamelle et parlaient distinctement et correctement français. Ces discours, qui souvent duraient plusieurs heures, auraient été impossibles pour ces petits orateurs s'ils avaient été dans leur état normal. Alors ce qui me fait drôle, c'est que ce week-end, j'ai vu, je me suis vraiment posé une question. J'étais sur un lieu touristique, il y avait peu de monde et j'ai vu une petite gamine se promener toute seule. Et on l'a aidée à retrouver sa maman qui apparemment s'en fichait un petit peu. Elle se promenait avec son chien et lorsqu'elle a vu en plus de loin sa fille arriver, elle a pris une autre direction. Donc pour vous dire. Et cette petite, ce qui était étonnant, c'est que quand on lui demande un peu pourquoi elle n'est pas avec sa mère, elle a dit qu'elle se promène normalement, qu'elle fait son petit tour, elle devait avoir 7 ans, hein, la gamine, hein, dans une zone touristique en plus, hein, donc je vous dis pas le carnage. Mais elle avait un français impeccable. Et surtout des mots qui sont inhabituels dans la bouche d'un enfant à cet âge-là. Et les yeux aussi très noirs. Ça, je vous laisse voir à quoi ça fait penser. Bon, c'est en pleine journée, hein. Mais voilà, après on a pu la ramener vers sa mère, mais sans aborder la mère. Voilà, mais je pense que avec du recul, j'aurais dû faire autre chose, peut-être prévenir la gendarmerie mais bon, a priori tout s'est bien passé, mais la mère était quand même très très loin et avait plutôt l'impression, était plutôt dans un état de... Pour elle, ça avait pas d'importance que sa gamine se trouve à 200 ou 300 mètres d'elle, en plus... qu'elle l'ait pas vue, quoi, parce qu'au départ, elle l'avait pas vue quand même, hein. Ça avait pas l'air de poser problème. Donc, comme quoi, on est quand même dans une société particulière. Mais ce qui était très étonnant, voilà, comme je disais, c'est que cette gamine employait des mots, d'un vocabulaire, franchement, qui est pas adapté à une fille de son âge, donc c'était assez surprenant. Donc, voilà. Chose mise à part, c'était un événement particulier, je vous avoue. Or, quelle était la signification de cette série de prodiges franchement reconnus et admis par Figuier dans son livre ? Pas de signification du tout. Ce n'était pas autre chose, dit-il, que l'effet d'une exaltation momentanée des facultés intellectuelles. Ces phénomènes, ajoute-t-il, peuvent être observés dans beaucoup de cas d'affection cérébrale. Donc en gros, ok, bon, il a l'air de dire que, voilà, une exaltation momentanée qui dure pendant plusieurs heures dans le cerveau de petits enfants au-dessous d'1 an, non encore sevrés, en parlant en bon français, avant d'avoir appris un mot de leur propre patois. Ô miracle de la physiologie, prodige, devait être ton nom, s'écrie Desmousseaux. C'est-à-dire que Desmousseaux, pour lui, ça va pas, quoi. Et l'autre Figuier, il dit si, c'est normal. Le docteur Cameil, dans son ouvrage sur l'insanité, remarque Figuier, lorsqu'il parle de la théomanie extatique des calvinistes. Il conclut que la maladie doit être attribuée, dans les cas les plus simples, à l'hystérie et dans les autres plus sérieux et d'un caractère plus grave, à l'épilepsie. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'ils restaient dans leur dogme, ils essayaient pas d'aller voir plus loin, quoi. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On reste dans un dogme pas spécifique et on cherche pas à se poser plus de questions, à aller plus loin, vous voyez. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, tout simplement parce qu'on n'est pas assez avancé. Mais non, faut toujours qu'ils caractérisent tout, et ça ressemble à ça, donc on met ça là-dedans. Sauf que c'est peut-être autre chose. Nous inclinons plutôt, dit Figuier, vers l'opinion qui en a fait une affection sui generis, et pour donner un nom approprié à cette maladie, nous nous contenterions de celui de convulsionneur trembleur des Cévennes. Encore la théomanie de l'hystérie.
Les corporations médicales doivent être elles-mêmes atteintes d'une atomomanie incurable. Sans cela, pourquoi mettraient-elles en avant de pareilles absurdités sous le nom de science avec l'espoir de les faire accepter? On a notre chère Helena qui tape, et on remarquera d'ailleurs que Helena Blavatsky, c'est quand même une des plus fortes à taper sur les autres dans ses textes. Enfin, je trouve que par rapport à certains hommes, elle y veut pas avec le dos de la cuillère quand même. Elle s'affirme vraiment beaucoup. Pour l'époque, dans les textes. C'était quand même, elle avait pas la langue dans sa poche, et ce qui était moins le cas, on va dire, enfin ça dépend, parce qu'on a quelques auteurs un petit peu prout-prout, qui, je pense par exemple à Ernest Bosque, qui aimait bien aussi taper, et qui avait aussi la fierté qu'elle est avec. On continue dans le texte. Telle était la fureur d'exorcisme et de bûcher, continue Figuier, que les moines virent des possessions de démons, partout où ils avaient besoin de miracles, soit pour jeter plus de jours encore sur la toute-puissance du diable, soit pour faire bouillir leur marmite au couvent. Là, c'est pareil, elle se réfère toujours au même livre. Pour ce sarcasme, le pieux des Mousseaux exprime une cordiale gratitude à Figuier. Car, fait-il observer, il est en France un des premiers écrivains qu'à notre grande surprise, nous ne voyons pas nier des phénomènes qui, depuis longtemps, sont indéniables. Mu par un sentiment de haute supériorité, et même de dédain pour la méthode employée par ses prédécesseurs, M. Figuier désire que ses lecteurs sachent qu'il ne suit pas la même route qu'eux. Nous ne rejetterons pas, dit-il, comme indignes de créance, des faits uniquement parce qu'ils sont embarrassants pour notre théorie. Au contraire, nous recueillerons tous les faits de la même évidence historique qui nous a transmis et qui, par conséquent, ont le droit à la même créance, et c'est sur la masse entière de ces faits que nous baserons l'explication naturelle et que nous avons à en fournir à notre tour, comme suite à celle qu'en ont donné les savants qui ont traité ce sujet avant nous. Ok. Donc là, non, c'est toujours le même livre qu'elle cite. Ok. Là-dessus, M. Figuier continue. Il fait quelques pas en avant en se plaçant au milieu des convulsionnaires de Saint-Médard. Il invite ses lecteurs à étudier sous sa direction les prodiges qui ne sont pour lui que de simples effets de lois de la nature. Alors là, elle cite Desmousseaux, Magie au XIXe siècle. Mais avant d'aller plus loin et afin de montrer l'opinion de Figuier, nous aurons à notre tour à rafraîchir la mémoire du lecteur sur ce qu'étaient les miracles jansénistes d'après les témoignages historiques. L'abbé Paris était un janséniste qui mourut en 1727. Immédiatement après sa mort, les phénomènes les plus surprenants se manifestèrent sur son tombeau. Le cimetière était plein de monde du matin jusqu'au soir. Les jésuites, exaspérés de voir des hérétiques opérer des guérisons et autres merveilles, obtinrent des magistrats un ordre interdisant rigoureusement à tout le monde l'accès de la tombe de l'abbé. Mais malgré toute l'opposition qu'on leur faisait, les prodiges continuèrent et durèrent encore pendant plus de 20 années. L'évêque Douglas, qui vint à Paris en 1749 dans ce seul but, visita les lieux et il raconte que les miracles continuaient parmi les convulsionnaires. Lorsqu'il vit que tous les efforts tentés pour arrêter échouaient, le clergé catholique fut bien forcé d'admettre leur réalité. Mais il s'abrita, suivant la coutume, derrière l'intervention du diable. Hume, dans ses philosophical essais, dit « Il n'y eut certes jamais un aussi grand nombre de miracles attribués à une personne que ceux qu'on dit avoir été opérés en France sur le tombeau de l'abbé Paris. Guérir les malades, rendre l'ouïe aux sourds et la vue aux aveugles sont choses qu'on attribuait communément à ce tombeau sacré. Mais ce qui est le plus extraordinaire encore, beaucoup de ces miracles furent opérés sur les lieux devant des juges de distinction et d'une autorité incontestable, et cela dans un siècle d'érudition et sur le théâtre le plus éminent du monde. Et ce ne sont pas les jésuites, tout instruits qu'ils soient,
appuyé par des magistrats civils et ennemis acharnés des opinions en faveur desquelles on prétend que ces miracles furent opérés, qu'ils les aient jamais réfutés ou expliqués, tant est puissante leur évidence historique. Là, ça vient de Hume Philosophical Essay. Le docteur Middleton, dans son Free Inquiry, livre qu'il écrivit à une époque où les manifestations étaient en décroissance, c'est-à-dire environ 19 ans après le début, déclare que l'évidence de ces miracles est tout à fait aussi complète que celle des merveilles attribuées aux apôtres. Ces phénomènes, si bien démontrés par des millions de témoins en présence de magistrats et en dépit des menées du clergé catholique, figurent parmi les plus surprenants dans l'histoire. Carré de Montgeron, membre du Parlement devenu célèbre par ses relations avec les jansénistes, les énumère soigneusement dans son ouvrage qui comprend 4 forts volumes in quattro, dont le premier est dédié au roi sous le titre « La vérité des miracles opérés par l'intercession de M. Paris », démontré contre l'archevêque de Sens. Ouvrage dédié au roi par M. de Montgeron, conseiller au Parlement. L'auteur présente une quantité énorme de témoignages officiels et personnels de la vérité de chaque cas. Pour avoir parlé irrespectueusement du clergé romain, Montgeron fut enfermé à la Bastille, mais son ouvrage fut accepté. Oh, le pauvre. Voyons maintenant ce que le docteur Figuet a à dire au sujet de ces phénomènes incontestablement historiques. Le savant auteur cite des passages des procès-verbaux dont voici quelques extraits. Une convulsionnaire se courbe en arrière comme un arc, ses reins étant soutenus par la pointe d'un pieu très aigu. Elle demande qu'on la frappe avec une pierre pesant 5 livres, suspendue par une corde passant dans une poulie fixée au plafond. La pierre, élevée jusqu'à sa grande hauteur, retombe de tout son poids sur le ventre de la patiente, dont le dos porte toujours sur la pointe du pieu. Et il y a des gens qui acceptent de faire ça, en fait. Enfin, franchement, c'est parfaitement inutile, parce que si c'est juste pour démontrer quelque chose, c'est parfaitement inutile de... Enfin voilà, c'est mon avis, hein, mais... Montgeron et d'autres nombreux témoins attestent que ni la chair ni la peau des reins n'en laissaient voir la moindre trace et que la jeune fille, afin de prouver qu'elle n'éprouvait aucune douleur, ne cessait de crier plus fort, plus fort. Oh oui. Oui. Bah là, elle aurait pu passer sur le budget un petit peu, parce que c'est un peu comme tout à l'heure quand il disait qu'il avait beau les martyriser comme il voulait, il se passait rien. Jeanne Mollet, alors pas pareil, hein, ça s'écrit pas pareil. C'est M-A-U-L-E-T. Âgée de 20 ans, le dos appuyé contre un mur, recevait sur l'estomac une centaine de coups d'un marteau de forge, pesant 30 livres. Les coups administrés par un homme très fort étaient si violents qu'ils ébranlèrent la muraille. Pour éprouver la force des coups, Montgeron en fit lui-même l'essai sur le mur en pierre auquel la jeune fille était adossée. Il prit un de ses instruments des guérisons jansénistes, appelé le Grand Secours. Au 25e coup, dit-il, la pierre sur laquelle je frappais, ébranlée par les coups précédents, se détacha et tomba de l'autre côté de la muraille en laissant une ouverture d'environ 1 demi-pied de diamètre. Je sais pas en fait ce qui leur passe par la tête de faire ce type de choses. Finalement, je trouve qu'aujourd'hui on est dans une population un petit peu violente et tout ça, parfois un peu désaxée, hein, clairement. Mais regardez, ça c'est pas mieux. Alors je veux bien prouver un quelques miracles, mais quand même, enfin dire la nana, bah tiens, j'ai prouvé un miracle. Tu sais quoi, je vais me mettre contre le mur et tu vas me taper avec. Non mais que dire. Enfin. Finalement, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment évolué ? C'est-à-dire que, ok, ça va toujours un peu mieux, mais est-ce que finalement l'homme a avancé, quoi ? Parce que
Il y a quand même des choses, j'arrive pas à comprendre. Alors, j'espère que Blavatsky a raison. Si ça se trouve, oui, on est là que de passage une fois et que le reste, après, on l'emmène ailleurs, sur une autre planète, autre chose, j'en sais rien, mais... Bon, après, vous savez ce que je pense de tout ça. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment une incarnation dans la matière qui doit pas être évidente, et je pense qu'au niveau du cerveau, on voit bien, quand on fait une expérience différente, on voit bien que notre état de lucidité et de conscience est complètement différent de ce qu'on est au quotidien. Et sans parler en plus du temps qui passe super vite. Mais là, je me posais la question quand même sur un sujet sur le temps quand même. Le temps passe très vite. Est-ce que nous sommes les seuls à le ressentir de cette façon ? Nous qui d'âme sans dents. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me pose quelques questions là-dessus. On continue. Lorsque les coups étaient frappés avec violence sur une plaque de fer placée en guise de plastron sur l'estomac d'un convulsionnaire, entre parenthèses, qui est souvent une femme frêle et délicate, on aurait dit que le corps allait être aplati, l'épine dorsale brisée, et les intestins entièrement broyés par la force des coups, volume 1, page 380. Mais loin de là. La convulsionnaire criait avec une expression de parfait ravissement sur le visage. « Oh, que c'est délicieux, que cela me fait du bien, du courage, frère, frappez, le double plus fort si vous le pouvez. » Alors, là, franchement, moi je comprends pas, parce qu'à l'Inquisition, normalement, ça c'est un phénomène du diable à la base. Donc c'est un contexte un peu différent, mais bon. Attention, je dis, à l'époque, ça aurait été jugé de cette façon-là, normalement. Il nous reste maintenant, continue le docteur Figuet, à essayer d'expliquer les étranges phénomènes que nous venons de décrire. Alors, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus ? Admettons que ça soit vraiment passé comme ça. Nous avons dit dans l'introduction de cet ouvrage qu'au milieu du XIXe siècle, une des plus célèbres épidémies de possession éclata en Allemagne. C'est celle des nonins, qui opéraient tous les miracles les plus admirés depuis les temps de Saint Médard, et même de plus grands encore, par exemple, faire des sauts périlleux, gravir un mur perpendiculaire, parler des langues étrangères. Tiens. Alors, histoire du merveilleux, toujours. Oui, c'est la petite annotation en rapport avec ce que je viens de vous lire. Le rapport officiel de ces merveilles, qui est encore plus complet que le récit de Figuet, ajoute quelques détails tels que les faits de personnes affectées, se tenant pendant des heures la tête en bas, qui racontent avec exactitude les événements qui s'accomplissaient au moment même de la maison des membres du comité, événements qui furent vérifiés par la suite. Des hommes et des femmes étaient maintenant suspendus en l'air par une force invisible, et les effets combinés des membres de la commission d'enquête furent insuffisants pour les faire redescendre. De vieilles femmes montaient le long des murs perpendiculaires de 30 pieds de haut, avec l'agilité de chats sauvages, etc. On s'attend maintenant à ce que le savant critique l'éminent médecin et psychologue qui non seulement croit à ces incroyables phénomènes, mais encore les décrit minutieusement, lui-même et con à mort, pour ainsi dire, va étonner le lecteur par quelques explications tellement extraordinaires que sa manière de voir scientifique inaugurera réellement une ère dans le champ encore inexploré de la psychologie. Eh bien oui, il nous surprend, il nous abasourdit, car tout cela, il répond tranquillement. On a eu recours au mariage pour mettre un terme au désordre des convulsionnaires. Ah oui. D'accord. Ici, pour une fois, Desmousseaux a eu beau jeu contre son adversaire. Le mariage ? Est-ce cela que vous voulez dire, dit-il ? Le mariage guérit les gens de la faculté de monter le long des hautes murailles comme autant de mouches et de parler des langues étrangères. Oh, curieuse propriété du mariage dans ces temps extraordinaires. Il faut ajouter, continue Figuet, qu'avec les fanatiques de Saint-Médard, les coups n'étaient jamais frappés que pendant les crises des convulsions, et que, par conséquent, ainsi que le fait remarquer le docteur Calmiel,
Le météorisme de l'abdomen était spasmodique de l'utérus chez les femmes et du canal alimentaire, et dans tous les cas, l'état de contraction, d'éréthisme, de turgescence des enveloppes charnues des muscles qui recouvrent et protègent l'abdomen, la poitrine et les masses vasculaires principales et les surfaces osseuses peuvent avoir singulièrement contribué à réduire et même à détruire la force des coups. Oui, en gros, c'est son physique à... Et B. L'étonnante résistance de la peau, le tissu aréolaire, la surface du corps et des membres des convulsionnaires offraient aux choses qui paraissaient devoir les écraser est de nature à exciter une surprise plus grande. Oui, la phrase est vraiment écrite comme ça, c'est pas très français, c'est bizarre, je vous l'accorde. Néanmoins, elle peut encore être expliquée. Cette force de résistance, cette insensibilité paraît tenir à des modifications extrêmes de la sensibilité qui peuvent survenir dans l'économie animale pendant une période d'une grande exaltation. La colère, la peur et en un mot toutes les passions, pourvu qu'elles soient poussées au paroxysme, peuvent produire une insensibilité. Enfin ouais, là il y a quand même 100 coups avec une grosse masse, normalement ça pète les os. Hein. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je veux bien, mais... Remarquons en outre, ajoute le docteur Calmiel, cité par Figuet, que pour frapper sur le corps des convulsionnaires, l'on faisait usage d'objets massifs à surface plate ou ronde, ou de forme cylindrique et obtuse. L'action de ces agents physiques n'est pas comparable au point de vue du danger qu'elle offre à celle de cordes, d'instruments souples et flexibles ou ayant des abords tranchants ou aigus. Enfin, le contact et le choc des coups produisaient sur les convulsionnaires l'effet d'une douche salutaire et diminuaient la violence des tortures de l'hystérie. Que le lecteur veuille bien ne pas oublier que ceci n'est pas une plaisanterie, mais bien une théorie sérieusement émise par un des plus éminents docteurs en médecine de France, chargé d'années et d'années d'expérience. Docteur et médecin en chef de l'asile d'aliénés de Charenton. Il y est toute la journée, lui. Certes, cette explication serait capable d'induire le lecteur en erreur. On serait tenté de croire que le docteur Calmiel a fréquenté ses pensionnaires plus longtemps qu'il ne convenait à sa santé et au bon fonctionnement de son cerveau. C'est tout à fait ce que je voulais dire. D'ailleurs, lorsque Figuet parle d'objets massifs, de forme cylindrique ou obtuse, il oublie certainement les pieux pointus en fer, les épées, les haches, dont il a fait description lui-même en page 49 de son premier volume. Il nous fait voir le frère Élie Marion se frappant l'estomac et l'abdomen avec un couteau pointu et affilé. Oui, bon, oui, c'est... Pourquoi pas, bien sûr, non mais... c'est bon... Et avec une violence extrême, son corps résistant tout le temps, comme s'il était en fer. Ici, Desmousseaux perd toute patience, et s'écrie avec indignation. Est-ce que le savant médecin était bien éveillé lorsqu'il écrivait ces choses? Et tu as raison, Desmousseaux, de dire ça. D'ailleurs, Desmousseaux, on va peut-être te prévoir sur la chaîne. J'ai peut-être une idée. Si par hasard les docteurs Calmiel et Figuet maintiennent sérieusement leur dire et persistent dans leur affirmation et dans leur théorie, nous sommes parfaitement disposés à les croire. Mais avant de faire cet effort surhumain de condescendance, voulez-vous nous prouver la vérité de votre théorie d'une manière plus pratique? Laissez-nous par exemple provoquer chez vous une violente et terrible passion, la colère ou même un paroxysme de rage si vous voulez. Permettez-nous pour un moment de vous irriter, d'être envers vous grossier et insultant. Bon, il n'y avait pas que Blavatsky, mais là il y a un peu plus de finesse, on dira. Attention, Blavatsky, je la trouve très fine aussi, hein, mais elle dit les choses plus clairement, enfin, elle dit les choses. Là c'est un peu d'humour, c'est sympa. Naturellement, nous ne le serions qu'à votre demande, et dans l'intérêt de la science et de votre cause. Notre devoir, en vertu de ce contrat, consisterait à vous humilier et à vous provoquer jusqu'à la dernière limite. Devant un public nombreux qui ne saura rien de nos conventions, mais auquel vous serez désireux de prouver vos assertions, nous vous insulterons grossièrement. Bon, assez dit. Nous vous dirons que vos écrits sont un piège tendu à la vérité,
une injure au sens commun, une honte que le papier seul peut porter, mais que le public doit flétrir. Nous ajouterons que vous mentez à la science, que vous mentez à la face des ignorants et des stupides insensés qui se présentent autour de vous bouche bée, comme une foule autour d'un charlatan courant les foires. Ça fait penser à d'autres choses qu'on a déjà vécues dans nos sociétés, ça. Et lorsque, transporté de colère, hors de vous, le visage pâle ou cramoisi, tuméfié par la fureur, vous auriez bien déplacé vos fluides, lorsque votre irritation sera à son comble, nous frapperons des coups violents et terribles sur vos muscles turgescents. Vos amis nous indiqueront les endroits les plus insensibles, et nous y laisserons tomber une bonne ondée ou une avalanche de pierres, car c'est ainsi qu'était traitée la chair de ces femmes convulsées, dont la soif de ces coups n'était jamais satisfaite. Mais afin de vous procurer la satisfaction d'une douche salutaire, comme vous le dites si gracieusement, vos membres ne seront frappés qu'avec des objets ayant des surfaces obtuses et de forme cylindrique, avec des gourdins et des bâtons dépourvus de souplesse. Et si vous le préférez, parfaitement arrondis autour. Desmousseaux est tellement libéral, tellement décidé à fournir à ses adversaires toutes les chances possibles pour prouver leur théorie, qu'il leur offre le choix de se faire remplacer dans cette expérience par leur femme, leur mère, leur sœur ou leur fille, puisque, dit-il, vous avez vous-même fait observer que le sexe faible est le sexe fort qui résiste le mieux dans ces épreuves décontractantes. Inutile d'ajouter que le défi de Desmousseaux demeura sans réponse, bien entendu. Il ne va pas s'abaisser, voyons donc. Voilà les amis, on clôture ici le chapitre 10 d'Elena Blavatsky sur le tome 2. Je vous rappelle que ce tome a démarré au chapitre 9 puisqu'il est clairement la suite du tome 1. Et pour le chapitre 11, on va avoir pas mal de choses. Le domptage des serpents et des bêtes féroces, Robert Houdin en Algérie, les fakirs et les crocodiles, divers phénomènes tératologiques, l'imagination de la mère, conditions prénatales, etc. Donc pas mal de petites choses assez intéressantes. Voilà, je suis en train de regarder. Oui, on va avoir vraiment beaucoup de choses. Développement de la vérité, tâtonnement dans l'obscurité, le serment sodalien, notre ancêtre Pélactyle et l'Atlantide submergée. Tiens, changement de l'eau en sang, ça aussi. Pigeon à tête de perroquet, ok. Cas des anciens de tératologie et les limites extrêmes de la nature. Bon, bah écoutez, il y a de quoi s'amuser dans le prochain paragraphe. Enfin, le prochain chapitre, à mon avis, il va être aussi très long. En tout cas, si vous êtes toujours là, bah écoutez, merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt sur Livre ésotérique ancien avec de gros bisous, à bientôt.